Un jour, un type beau comme Crésus m'a dit « Tu finiras sous les ponts ». Je lui ai dit « Ouais, mais ce sera mon pont ». Et dessus, il y aura écrit « Radio Maisto ». Radio Maisto. Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Maisto. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karl Zero, qui a une grosse actualité, je dirais, pour un sujet difficile, un sujet lourd, délicat, mais que justement, avec la sortie de son film 1 sur 5, sujet qu'il a traité lui-même avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'intelligence, sans voyeurisme, mais pour alerter aussi les médias, l'opinion publique et plus largement toute la société. 1 sur 5, pourquoi ? Parce qu'un enfant sur 5 a été victime en Europe, mais aussi en France, donc, de pédocriminalité. Et les termes ont un sens, on ne parle pas de pédophilie, parce que si on va dans la racine, philos, c'est l'amour, il n'y a aucun amour là-dedans, il y a juste de la prédation. Alors si j'ose dire, ça tombe bien, parce que même si c'est un sujet un peu connexe, la commission sur l'inceste a rendu son premier avis aujourd'hui même, et elle formule 3 recommandations, cette commission, pour protéger les enfants victimes d'inceste. Elle pointe d'ailleurs du doigt les accusations qui sont très souvent balayées, peu prises au sérieux, puisque la parole de l'enfant, en France notamment, n'est absolument pas prise au sérieux. Alors cette commission propose de suspendre, par exemple, de plein droit, l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite du parent poursuivi pour viol ou pour agression sexuelle incestueuse. Elle réclame également le retrait systématique de l'autorité parentale en cas de condamnation pour ces mêmes agissements. Et elle préconise enfin de suspendre les poursuites pénales pour non-représentation d'enfants contre un parent lorsqu'une enquête est en cours contre l'autre pour violence sexuelle incestueuse. Alors, si près de 22 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles commises par leur père en 2020, seules 1697 personnes ont été poursuivies pour agression sexuelle ou viol incestueux sur mineurs, note la Civise. Et en 2018, 760 personnes ont été condamnées pour l'une ou l'autre de ces infractions. La commission, dans sa conclusion, dit que la mise en doute des dénonciations, notamment faites par les mères, est un obstacle majeur au repérage et à la protection des enfants victimes de violences sexuelles et que ce frein altère directement, on y reviendra longuement avec Karl Zero, la construction psychique des mineurs qui perdent confiance dans le monde des adultes et qui souvent d'ailleurs, malheureusement, reproduisent les mêmes schémas. Le risque que court la société et les professionnels n'est pas d'inventer des violences, mais de laisser passer des enfants victimes sous leurs yeux sans les protéger, note la commission. Alors, c'est un premier pas, mais ce n'est pas tout le problème. Ce n'est qu'une partie du problème. Donc, ce film qui a été réalisé par Karl Zero et l'association Innocence en danger, donc présidée par Omer Assélier, c'est un film très, je le disais, très délicat, mais qui va aussi franco, qui aborde tous ces tabous sur la société française, tout ce qui se passe au niveau de ces actes pédocriminels, mais aussi de l'existence de réseaux et de tout son traitement, je dirais, à la fois judiciaire ou de son non-traitement ou de l'insuffisance de traitement judiciaire, mais aussi de toutes ces répercussions psychologiques et psychiques dans la construction de l'enfant. Bonjour Karl Zero. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Alors on se tutoie parce que d'abord c'est ta marque de fabrique et que dans la vraie vie on se tutoie, donc on va pas faire semblant. Alors, c'est notre première émission, on se connaît depuis un petit moment. Et ça fait un moment qu'on avait envie de faire des choses ensemble, c'est l'occasion. Voilà, et on ne l'avait jamais fait. Voilà, et puis tu interviendras d'ailleurs sur PDA TV dans un deuxième temps pour une émission qu'on a prévue ensemble qui s'appelle J'accuse. Ah oui, ça, on doit monter ça, voilà, on doit monter ça.
Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est bien sûr la sortie de ton film, que j'ai vu plusieurs fois, que j'ai regardé dans le détail, avec beaucoup d'attention, seconde par seconde. Et je dois dire qu'on est glacé, qu'on est effaré, premièrement, par cette plongée dans le passé, un passé pas si lointain, celui des années 70, où il était à la mode, en fait. Il était tendance. C'était être dans le dernier chic, c'était littéraire, c'était artistique, c'était l'accomplissement de la dernière geste magnifique, je dirais, c'était d'avoir des relations sexuelles avec des adolescents, des jeunes adolescents, mais aussi avec des enfants. Alors je dis c'est glaçant parce que quand on se replonge, le film s'ouvre, et je trouve que c'est assez bien fait, par des chansonnettes, des chansons, tout ce contexte en 1967, Maurice Biraud, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, acteur un peu mineur, acteur de téléfilm, d'émissions de télé, puis second rôle un petit peu du cinéma français, qui, avec une France Gall toute jeune, et des gestes très langoureux, comme ça, et protecteurs, mais un regard quand même assez pénétrant et lubrique, un petit sourire en coin. Moi, cette séquence m'a glacé personnellement. Il chante avec France Gall, et puis dans les paroles, on voit « Il n'est pas si mal, l'ami de mon père ». On comprend dans la chanson qu'elle s'est fait. Il y a eu des attouchements avec l'ami de son père, et elle dit « Elle n'est pas si mal, l'ami de mon père ». Et lui vient lui parler à la fin, parce que Claude François, c'est dans le cadre d'une émission, Claude François est là, et dit, venant de lui, c'est quand même magnifique, je dirais, « Ça ne me gêne pas ». Je vais quand même énumérer, prendre un peu le temps pour que nos téléspectateurs voient bien le contexte dans lequel on évoluait. Claude François dit qu'il est obsédé et qu'il aime surtout les gamines de 15 à 18 ans. Bien sûr, il a eu, Dieu seul sait, dit-il, si j'ai eu des aventures, donc un peu au poids, il collectionne les femmes, comme ça, il me dit, mais les fruits verts, j'adore, et je suis un obsédé des fruits verts, j'aime les gamines, plutôt 15 ans, quoi. Bon, c'est sa tasse de thé. En 1970, ensuite, on a Léo Ferré, le grand poète, l'anarchiste, le poète maudit, qui a marqué plein de générations, et il a cette phrase assez incroyable pour justifier sa chanson. Il dit tous les hommes de mon âge, il précise qu'il a 40 ans, ont regardé une petite fille en train de devenir une femme avec les yeux d'un homme. Moi, j'ai eu 40 ans, j'en ai 55, j'ai jamais regardé une petite fille en train de devenir femme avec les yeux d'un homme, mais peut-être que je suis anormal, je sais pas, tu nous diras ce que tu en penses. Alors bien sûr, je vais aller rapidement. Je te réponds. Oui. Je te réponds, effectivement, on s'inscrit dans un courant libertaire qui suit mai 68, et il y a des combats pour la révolution sexuelle, pour la reconnaissance de l'homosexualité, le MLF, les féministes, et tout ça va dans le bon sens. L'ennui, c'est que dans ce train, qui est un train de l'histoire, il y a des passagers clandestins qui sont purement et simplement des pédophiles, comme on dit à l'époque, et qui sont en fait des pédocriminels. Et ces gens-là participent du système et veulent inverser la société. Et on en arrive, mais tu vas l'évoquer certainement un peu plus loin, on en arrive à un des penseurs de ça, qui était un journaliste de Libération, qui s'appelait Guy Hockenheim, et qui lui dit clairement, nous sommes pour les rapports entre enfants et adultes, comme entre races. Il mélange deux choses, tu vois, voilà. Mais c'est très habilement fait. C'est très habilement fait, parce que c'est ça, il y a l'émancipation sexuelle. Il dit en fait, c'est au nom de la lutte contre le racisme, on a le droit de faire l'amour entre personnes de différentes couleurs, de différentes races, dit-il. De différents âges, et on en vient aux enfants. Voilà, de différents sexes, et par un glissement, même pas un glissement, sur le même plan, on en vient aux enfants, et ça apparaît tout à fait naturel. Ce qui fera dire à Cohn-Bendit plus tard la même chose. Vous ne pouvez pas savoir l'émoi que me procure, avec les jeux sexuels, un enfant de 5 ans. Ça m'a appris beaucoup sur ma personne, il conclut. C'est effrayant rétrospectivement, et c'est en même temps l'ambiance dans laquelle on a baigné toute notre jeunesse, puisqu'on a à peu près le même âge, et qui a conduit finalement à la génération d'après à considérer que, bon, bah, c'était pas si grave,
Oh, puis les enfants disent beaucoup de bêtises, et puis est-ce qu'il faut les écouter? Et puis finalement, bon. Et donc il y avait une espèce de secret de polichinelle. Tout le monde savait, mais personne n'osait en parler. Et nous, quand on a publié le manifeste 1 sur 5, c'était en décembre 2019, ou 2020, je ne sais plus d'ailleurs, 2020. 2020. Ouais, 2020. Et on pensait, ensuite est sorti le livre de Camille Kouchner qui a fait un buzz incroyable, il y a eu le mouvement MeToo Inceste, et là subitement le gouvernement s'est dit, il faut faire quelque chose, vite, on invente une loi. Et on espérait vraiment, on croyait que cette loi allait éradiquer la pédocriminalité. Et on s'est rendu compte que, à coup d'amendements, à coup de petites tractations, à coup de petites manipulations, alors on va y venir. Je voudrais qu'on poursuive. Couché sur rien, quoi. Ce qui est incroyable, Karl, c'est que il y avait tout cet environnement dans lequel tout le monde baignait, cette culture, en fait, cette culture à la fois du secret, à la fois de l'impunité, parce que ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Alors, tout le monde savait, mais personne ne disait rien. Et effectivement, moi, j'ai lu le bouquin de Camille Kouchner, Familia Grande, qui est un exercice, je dois dire, difficile, de vérité absolue. Hein. C'est une vérité implacable, froide, qui se déroule au fil des pages, sans beaucoup d'acrimonie, je dirais, sans haine. Mais on voit avec une rage. Et quand on sait que, évidemment, les leçons qu'a donné Olivier Duhamel, qui se piquait on en parlera plus loin, mais d'être un peu l'alpha et l'oméga de la politique française, le conseiller parfait du président du Conseil constitutionnel, qui nous disait, qui fait les normes en France, parce que, je dirais aujourd'hui, le dernier censeur, le juge suprême, et on le voit bien dans les affaires qui nous occupent aujourd'hui, mais aussi pour des affaires de sécurité, de privation de liberté, le dernier arbitre, le juge suprême, c'est le Conseil constitutionnel. Mais aussi, je ne vais pas citer de nom parce que ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour l'air du temps, des journalistes qui aujourd'hui sont très virulents sur ces questions-là et qui jouent les effarouchés, mais moi j'en connais quelques-uns qui ne tarissaient pas d'éloges sur l'œuvre de Matzneff, qui disaient avoir lu tout Matzneff, qui n'avait rien à jeter, que c'était magnifique. Alors soit ils n'ont rien lu et ils voulaient faire les pédants dans les salons, ce qui est une possibilité, soit ils ont lu et ça ne les a pas choqués. Alors la question qui je pense, moi, m'est venue tout de suite en tout cas, qui intéresse beaucoup de gens, comment se fait-il, qu'est-ce qui t'a touché, pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet et pourquoi tu mets autant d'âme dans cette lutte? Écoute, c'est d'abord le sujet, il m'intéresse depuis longtemps, plus de 20 ans. Moi, je suis arrivé là-dedans par le biais, bizarrement, du journalisme, en fait, du fait divers, de comment raconter les faits divers. Et plus je voyais d'affaires où il était question de pédocriminalité, plus je me rendais compte que c'était à chaque fois plus ou moins étouffé. Et puis, à chaque fois qu'on voyait qu'il y avait sans doute derrière un réseau, c'est-à-dire que il y avait des enfants violés, alors on nous disait, oui, mais c'est un prédateur isolé, bon, admettons. Alors ça a commencé, il y a eu d'abord l'affaire Dutroux. Là, il était clair que c'était un vaste réseau pédocriminel qui touchait, qui remontait jusqu'à la couronne belge. Enfin, c'était absolument à vomir, cette histoire. Avec cette histoire que tu montres bien, excuse-moi, le roi des Belges, qui était dans une interview, qui était en vacances dans le Midi. Albert II, voilà, qui dit, qui est assez moins incroyable. Ah oui, bon, j'ai un peu traîné, mais j'ai pris conscience. Si j'avais su, je serais rentré plus vite. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, mais en même temps, quand il dit ça, il serait rentré plus vite pour éteindre l'incendie plus vite, pour éviter qu'il y ait la marche blanche en Belgique. Parce que quand les gens descendent dans la rue, c'est parce qu'ils comprennent. C'est pas contre Dutroux, en réalité, c'est qu'ils comprennent que Dutroux n'est qu'un pourvoyeur de chair fraîche, comme on dit. Ce qui les fait descendre, c'est d'être horrifiés que dans les hautes sphères, on puisse toucher à leurs enfants au travers de ces réseaux. Donc c'est pour ça que le roi se dit j'aurais dû revenir plus vite pour éteindre l'incendie avant qu'il commence. Alors, mais toi, il a bien travaillé. Et finalement, à l'arrivée, Dutroux a été jugé seul avec sa femme et un pauvre SDF avec qui il était en affaire de vol de camion. Bon, et le réseau n'a pas été touché.
C'est quand j'ai vu ça que j'ai commencé à me poser des questions. Puis il y a eu l'affaire des disparus de Lyon avec Émile Louis. Pareil, un chauffeur de car qui, pour son propre plaisir, enlevait des handicapés mentaux, et puis les violait, et puis les tuait. Admettons, mais on ne parlait pas du tout du réseau, malheureusement, qu'il y avait autour. Parce que quand tu fais ça, ça ne rapporte pas, il faut bien croûter. Et donc, quand tu fais ça, tu le fais pour ton plaisir personnel, si j'ose dire, mais tu le fais également pour gagner de l'argent. Et puis ensuite, il y a eu l'affaire où on m'a expliqué « Ah mais non, pas du tout, c'est juste un prédateur isolé, il ne fournit ni cocaïne, ni... » Fournirait, il y a une petite coupure. Fournirait, tu parles. Il y a eu... Non, je parlais de l'affaire Allègre, et oui, puis de l'affaire Fournirait. Voilà. À chaque fois, et même maintenant, alors là, je vais faire une micro-pub de 2 secondes, vous lirez ce qu'on a sorti là dans l'envers des affaires numéro 3 sur le Landais. On sent que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, comme on dit, on peut avoir un cancer et un bureau de tabac. Eh ben, les mecs qui sont des serial killers, bien souvent aussi, gravitent dans un milieu, on va dire, interlope, où se mêle la drogue et se mêlent des soirées où il faut amener de la chair fraîche. Et souvent, ce sont des rabatteurs. J'y peux rien. Alors voilà, là on est, je dirais, au cœur d'un des sujets, un de tes sujets. Hein, voilà, parce que tu as été tu me demandais pourquoi. Voilà, pourquoi non j'étais mais... arrivé voilà, dans ce c'est combat-là. ça, absolument. C'est à cause de cela que je suis arrivé dans ce combat-là. C'est à cause de cela, et je dirais, tu as été le premier, et tu continues avec une vraie constance à expliquer à tout le monde que oui, ce ne sont pas des prédateurs isolés, mais qu'il y a des réseaux. Alors il y a des gens, bien sûr, qui consomment, si j'ose dire, ce mot horrible pour eux, mais aussi, et ça a fait polémique, parce que peut-être que beaucoup n'ont pas envie de voir cette réalité. Tu dis, toi, non, il y a aussi des commandes, et notamment pour certains qui ont rabattu des petites filles, hein, qui sont pourtant des hommes homosexuels. En quelques clics, tu vas sur le dark web, en quelques clics, véritablement, et bizarrement, c'est toujours un peu hébergé par Free, je ne sais pas pourquoi, c'est dans le cloud de Free, qui d'ailleurs, je ne suis pas sûr, donne ces informations ou a accepté de donner ces informations sur les adresses IP des personnes qui sont dans ce cloud. Mais en tout cas, véritablement, en 3 minutes, tu vas trouver de la pédopornographie hard, mais vraiment, hein, je n'invente pas, tu vas comprendre de quoi on parle. Et il faut bien imaginer que les enfants que tu vas voir là, c'est des vrais enfants, c'est pas des fakes, c'est pas un montage, c'est pas des vidéos américaines des années 70, c'est maintenant. Tu peux faire des commandes de viol en ligne. Tu payes généralement en bitcoin ou en ce que tu veux, tu vois, pas de façon déclarée. Entre 5 et 25 000 euros. Et puis, un prédateur va choper un enfant, et pour ton plaisir, comme il y a des filles qui se déshabillent, ou tu vois, sur des webcams, ça va être la même chose, mais avec des enfants, et évidemment pour beaucoup, beaucoup plus cher. C'est des trucs qui existent, ils le savent. Ils le savent très bien chez Pharos. On a une plateforme pour ça en France. On rappelle que Pharos, c'est une plateforme de lutte, mais aussi contre le terrorisme, contre la pédocriminalité. Mais c'est quoi? C'est 20 personnes. C'est 20 personnes. C'est 20 personnes, et puis des services spécialisés dans différentes brigades de gendarmerie. Mais tout mouillé, ils font, je sais pas, peut-être 100 personnes. C'est pas sérieux. On parle d'un truc gigantesque et mondial. Et donc si tu veux, même quelqu'un qui serait un abuseur, un incesteur avec sa propre fille ou son propre fils, il peut lui venir à l'esprit aussi de partager avec d'autres les méfaits qu'il commet sur ses propres enfants ou petits cousins ou que sais-je encore, tu vois. Donc, il y a un énorme problème. Le réseau pédocriminel, il existe, bien sûr, bien qu'on nous ait expliqué pendant 25 ans, non, ça n'existe pas. Mais bon, après Epstein, ils ont pu oser dire que ça n'existait pas, parce que là, ça devenait trop énorme. Mais au-delà de ça, il y a juste la criminalité qui est gigantesque, qui est partout, partout. Et alors ça, c'est quand même un point incroyable, et on le voit dans ton film. Je le rappelle, 1 sur 5, hein, pour le trouver, c'est très simple. Hein, vous tapez 1 sur 5 sur votre barre de recherche ou dans YouTube. C'est gratuit, c'est libre d'accès. Et vous pouvez voir, c'est un film qui dure 1 minute 34. Il faut un peu s'accrocher parce que... 1h34.
1h34, pardon. Il faut s'accrocher parce que c'est pas toujours évident à supporter. Bon, même si c'est... Oui, mais si tu veux, c'est un film qui s'adresse à tout le monde, et notamment aux gens qui n'ont pas conscience qu'on est face à un fléau social. Tu sais, dans les années 70, à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même beaucoup de morts sur la route. Alors, ils ont fait la sécurité routière. Et petit à petit, ils ont eu de moins en moins de morts sur la route grâce à la sécurité routière. Eh bien, pourquoi on ne crée pas une sécurité comme ça en France par rapport aux enfants, et pour que les chiffres baissent petit à petit, et pour que les choses rentrent dans l'ordre, et pour qu'à la génération future, ça n'existe plus, que plus personne n'ose toucher un enfant. C'est ça qui est important. C'est ça l'enjeu. On peut changer vraiment quelque chose, mais oui. Et moi, j'ai beaucoup interviewé de politiques, j'ai fait le mariole à la télé, tout ça maintenant, je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est faire quelque chose qui serve vraiment. Alors, et au travers de ce combat, j'ai le sentiment de faire quelque chose qui sera vraiment utile. La question, on l'a abordée au début de cet entretien, on n'a pas encore creusé. Tu parlais de cette loi, parce qu'effectivement, premièrement, il y a eu une prise de conscience, et cette prise de conscience, c'est un tout petit début, timide, timoré, mais déjà on en parle, on n'en parlait plus. Et donc toi, tu as été, avec ce manifeste que tu as publié l'année dernière, il y a déjà eu, tu as fait quelques médias, quelques télés, parfois on t'a accusé des dernières saloperies, excuse-moi du mot, mais de complotisme et de bêtises, parce que bon voilà, parfois les gens étaient un peu plus attentifs, mais il y a une loi qui a été votée d'ailleurs par la majorité, mais qui a été, tu le disais, complètement vidée de sa substance. Alors, on se rappelle qu'il y avait notamment une députée socialiste, Madame Santiago, elle n'était pas la seule, mais elle avait beaucoup travaillé sur la question avec l'association, avec les associations, avec les victimes, et elle avait porté un véritable projet de nature à changer les choses. Et puis, au fil du temps, de la discussion à l'Assemblée nationale, ou au Sénat d'ailleurs, ce projet a été vidé de sa substance. Je citerai par exemple Annick Billon, la sénatrice de l'UDI, qui disait « Il peut y avoir des enfants qui sont consentants, et ça, il ne faut pas l'oublier ». Ou encore le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui parlait, lui, d'inceste consenti. Et donc, tous les amendements ont été retoqués. Et je dirais beaucoup de personnes qui sont investies dans l'association, qui sont investies avec toi, toi-même, avaient dit et répété que c'était une coquille vide et que cette loi était complètement vidée de sa substance originelle. C'était une loi d'affichage qui ne servait plus à rien. C'est un peu le numéro vert, comme le fait depuis pas mal de temps ce gouvernement. On parle d'un sujet, on vide de sa substance les outils de leur substance, les outils qui pourraient justement corriger le tir, et puis après on fait de la communication et de la mousse autour. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment et pourquoi cette loi a été vidée de sa substance et pourquoi elle sera totalement inefficace ? Parce que Dupond-Moretti, dont tu parlais, a eu l'idée saugrenue d'inventer une clause dite Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, ça veut dire que si tu as moins de 20 ans et que, par exemple, tu violes quelqu'un qui a... c'est pas considéré comme un viol parce que, dit-il... Tu violes quelqu'un qui a... Si tu violes un mineur, donc 13 ans, 12 ans, 11 ans... ce que tu veux. Tu ne seras pas considéré comme un violeur, parce qu'il veut protéger, dit-il, les amours adolescentes. Quand on sait que plus de 70% des viols commis sur des mineurs sont commis par des personnes de moins de 20 ans, c'est donc laisser la porte ouverte au viol sur les mineurs, on est bien d'accord. Donc déjà, cette clause, à partir du moment où il y a cette clause Roméo-Juliette, la loi est vidée totalement de son sens. Oui, parce que lui, défendait cette majorité, défendait l'idée, et il l'a dit à la tribune, enfin il l'a dit à l'Assemblée nationale pendant le texte, je ne serai pas le censeur, en gros, de nos amours adolescentes, je ne veux pas être celui qui censure. Voilà. Non, parce que l'idée, je veux quand même être, soyons honnêtes, l'idée après on va discuter, c'était de ne pas criminaliser des relations sexuelles
entre deux personnes. Si la différence d'âge, s'il a un 19 ans et l'autre 17 ans, on comprend. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il essayait de jouer une corde sensible en disant que c'était très beau de s'aimer quand on est jeune, ce qui est vrai. C'est beau de s'aimer quand on est jeune. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de viol, on parle de tournante. Aujourd'hui, les adolescents et même les enfants ont un accès totalement libre à la pornographie. Les images qu'ils voient les imprègnent, ils essayent de reproduire. Pour eux, c'est presque normal de faire ça. On est dans un monde fou. Il faut stopper ça. J'ai vu que Andrea Bescon a lancé une pétition pour interdire. Il serait temps de s'en préoccuper, qu'il ne puisse pas y avoir accès, parce que sinon, ils reproduisent ce qu'ils voient. Tout ça compte. On est dans une société qui veut nous gommer ça, faire comme si ça, on peut rien faire, c'est trop tard, machin. Mais enfin, de quoi on parle? Il y a encore 20 ans, il y avait le carré blanc. Et maintenant, tout est en accès comme ça. Donc, si tu veux, qu'a fait le gouvernement? Tu le disais, il a fait de la politique, comme il fait d'habitude. Sauf que là, on parle d'enfants. Et quand on parle d'enfants, il ne faut plus faire de politique. Il ne faut plus être de droite, de gauche, du milieu, de ce que tu veux. Il faut sauver les enfants. Il faut qu'ils arrêtent de nous la raconter, parce qu'ils nous la racontent. Oui, d'ailleurs, il faut... Le seul moyen d'arriver à les faire sortir de ça, c'est de leur montrer que ce film est vu par un nombre considérable de personnes, et ensuite, on va aller voir les candidats à la présidentielle avec quelques mesures et leur demander quelles sont ces mesures qu'ils vont mettre, eux, dans leur programme, et en fonction, les gens voteront en connaissance de cause. Si la lutte contre la pédocriminalité ne devient pas l'enjeu principal de cette présidentielle, elle ne sert à rien. On le sait tous. Il faut qu'on en parle maintenant. Il faut vider l'abcès. Cet abcès, il grossit depuis combien de siècles? Alors justement, quels sont, c'est le moment peut-être d'en parler, selon toi, les quelques mesures phares qui permettraient de lutter efficacement contre ce fléau qui touche, rappelons-le, 20% des enfants en Europe, c'est-à-dire que par classe, il y a entre 2, 3, 4, 5 enfants qui sont victimes de violences sexuelles aujourd'hui en France sur une classe de 30. C'est quand même beaucoup, Tu l'as dit tout à l'heure, et la commission actuelle contre l'inceste l'a proposé aujourd'hui, donc c'est une bonne chose. Écoutez les mamans déjà. Au lieu de... Parce qu'on voit dans le film une maman qui s'appelle Fanny, qui est en fuite quand même. Cette femme est partie à l'étranger parce que la juge voulait absolument que sa petite fille, qui avait été sodomisée par son mari, soit rendue à son mari. Et elle ne peut plus rien faire, elle a été obligée de se barrer. Donc ça va dans le bon sens. Que ces femmes ne soient plus poursuivies, qu'elles soient écoutées. Nous, on serait pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur des enfants. Alors c'est très important d'expliquer, je pense, Karl, le concept d'amnésie traumatique. Voilà, alors bon, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont violées et qui décident enfants je veux dire, et qui décident de passer outre, et elles sont extraordinaires et très courageuses et d'avoir une vie normale, etc. Il y a d'autres personnes qui, ça les a fait psychiquement imploser à ce moment-là. On a un psychiatre qui nous explique très bien dans 1 sur 5 comment ça se fait. Et donc, elles vont avoir ça au fond de leur mémoire et ça va ressurgir un jour. Ça peut être 10, 20, 30, 40 ans après. Tout d'un coup, il y a l'exemple qui est assez célèbre de Marie Laforêt qui subitement s'est souvenue de ce qu'elle avait enduré. Mais des personnes comme après, ça... Elle s'en est souvenue, elle avait été violée à l'âge de 3 ans. Et tout lui est revenu d'un coup. Voilà. Et à ce moment-là, pour ces personnes-là, mais pour toutes les personnes, quel que soit leur âge en réalité, y compris les... Parce que là, il y a une loi, il faut avoir... même moi, je l'ai lu 10 fois la loi, j'ai pas compris. Il faut avoir 48 ans, mais tu as le droit de porter plainte que jusqu'à 38 ans, ou alors c'est le contraire. Enfin, c'est du pipeau. C'est une usine à gaz, on n'y comprend rien. C'est le truc, tu sais. Non, parce que ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'on l'a vu quand il y a des enquêtes, il n'y en a pas souvent d'ailleurs, c'est aussi un point important. Les gens vont interroger, on a vu cette histoire du chirurgien là, qui a violé plus de 300 enfants, on va y revenir, on va en parler dans le détail.
Et donc, pour les besoins de l'enquête, les gendarmes se rendent chez les familles. Bonjour madame, vous êtes bien madame Untel? Oui, oui. Vous avez été violée quand vous aviez 7 ans. Alors là, drame, parce que la personne ne s'en souvient absolument pas. C'est un mécanisme de protection, c'est un mécanisme de survie, hein, quand on subit ce genre de choc, ce viol, ces agressions sexuelles. Donc le cerveau oublie, met quelque part dans un tiroir fermé à double tour, et puis les gens d'un coup redécouvrent ça et comprennent que toutes les pathologies qu'ils ont, ce sont des personnes souvent malheureuses, qui ont du mal, qui sont déprimées, qui ont du mal dans leur vie de couple, qui ont du mal à avoir des relations sexuelles, qui ont du mal avec leurs propres enfants et qui malheureusement reproduisent dans 40% des cas les violences sexuelles qu'elles ont elles-mêmes subies. Donc d'où la demande d'imprescriptibilité de ces crimes. Et tu nous parleras aussi de la notion de crime, d'assises et de correctionnel, parce que bien souvent, ces actes sont correctionnalisés, parce que ça va plus vite. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette incise pour éclairer nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément au fait de ces questions médicales un peu complexes. Et donc voilà la deuxième mesure phare que tu proposes, quoi. Oui, c'est-à-dire que quand tu es victime de viol enfant commis sur toi quand tu étais enfant, ta vie de toute façon, elle est différente. Et ce poids, ce boulet, ce calvaire, tu le porteras toute ta vie. Pourquoi, dans ce cas-là, l'agresseur, lui, on lui dirait, bon ben, finalement, au bout de 30 ans, ok, allez, on passe l'éponge, t'es bien sympa, t'as droit à une deuxième chance. Non, on doit pouvoir porter plainte. Tu disais quand les gendarmes arrivent et que tu as oublié et qu'ils te disent vous avez été violé par telle personne à l'âge de 3 ans, est-ce que vous voulez bien venir à la brigade nous en parler? Mais je m'en souviens plus. Mais oui, j'ai bien connu ce monsieur. Mais tu n'auras pas le droit de porter plainte. Mais on est où là? Je veux dire, il faut que les agresseurs comprennent que jusqu'à la fin de leur vie, ils pourront être poursuivis. C'est ça qui est... Les mentalités, il faut que ces messieurs se retiennent. Et la seule manière de le faire, c'est celle-là. C'est le bon sens. Alors, dans le film, c'est abordé en filigrane, hein, tout au long du film, avec différents psychiatres, psychanalystes, psychologues, spécialistes de ces questions du traumatisme. Tu parlais aussi de ces années 70, libérales, libertaires, avec ce glissement où finalement... la libération sexuelle, le féminisme, l'homosexualité, l'amour entre différentes ethnies, les vicieux, les pervers venaient s'y glisser en disant les enfants, c'est du même ordre. Mais c'est aller plus loin parce que tu te livres, tu fais parler des psychologues qui ont une analyse très critique de Sigmund Freud, par exemple, qui a complètement changé son fusil d'épaule, si j'ose dire, parce que sous la pression de la bonne société viennoise, hein, parce qu'en fait, lui-même, son père, le père de Freud, forçait ses propres enfants, un garçon et des filles, hein, ses enfants cadets, à lui pratiquer des fellations de manière continue. Et donc, pour éviter d'affronter, il a changé d'affronter cette réalité et de la rendre visible pour tout le monde. Il s'est focalisé sur la projection de ces actes et donc sur le fantasme. Le fantasme. Et à partir de là, on n'est plus dans le réel, on n'est plus dans le crime, on est « ah ben non, ça n'existe pas, c'est du fantasme ». Et cette pensée aura irradié tout au long du XXe siècle et jusqu'à Françoise Dolto, qui a eu des propos tout à fait incroyables quand on les remet même dans le contexte. Et donc il y a cette critique profonde de ce freudisme et de ces années 70 qui ont conduit, selon toi, à ces déviances. Il y avait pas, je pense, une volonté de mal faire. Je pense que quand il a commencé ses travaux, il s'est dit, tu sais, il travaillait sur l'hystérie, d'où viennent ce qu'on appelait l'hystérie, tu sais. En fait, c'était
tout ce que quelqu'un qui a été violé enfant peut ressentir. Et évidemment, ça va le marquer psychologiquement, psychiquement. Il va être, on l'a dit, sa vie, en gros, ça va être compliqué. Il fait des recherches là-dessus. Et très rapidement, il comprend que c'est parce que ces personnes ont eu des traitements sexuels à un âge présexuel. En gros, qu'ils ont été abusés quand ils étaient enfants. Et c'est là qu'il se rend compte que son propre père faisait pareil avec ses sœurs et ses frères. Du coup, il change d'avis. Et je dis dans le film, il sort de son chapeau le complexe d'Oedipe. Parce que, Mais l'ennui, c'est que tout le monde s'engouffre là-dedans et y croit, parce qu'il y a des tas de choses extraordinaires dans la psychanalyse, mais pas ça. Et donc, il gomme ce côté traumatisme enfant, ce qui amène François Dolto à nous expliquer en 79 dans la revue Choisir que, en fait, l'inceste n'existe pas, que parce qu'elle dit, puisque sont consentantes. Puisque l'enfant fantasme, l'inceste n'existe pas, ce sont ses paroles précises. Voilà. Le problème, c'est que c'était Dolto qui fantasmait et que l'inceste existe et que malheureusement, aujourd'hui, dans les cas de maltraitance sexuelle sur des enfants, ils sont vus par des experts qui sont tous, malheureusement, ou pour la plupart, toujours favorables à cette doxade freudienne d'explication. Et donc, on ne croit pas l'enfant est un menteur, alors que l'enfant n'est pas un menteur. Je veux dire qu'un enfant qui ment, bien sûr, t'as piqué les bonbons. Allez, dis-le que t'as piqué les bonbons. Oui, j'ai piqué les bonbons. Très bien. Par contre, un enfant qui vient te voir en disant papa m'a mis son zizi dans la bouche, ça, il n'invente pas. Tu vois. C'est là, d'ailleurs, il y a revoir un médecin, leur copie et être formé. Un médecin, une psychiatre d'ailleurs, je crois, dans le film. Oui, pédopsychiatre, pédopsychiatre, qui est très délicate aussi, et très pertinente, je dirais, dans ses analyses, qui avait signalé, parce que c'est dans sa déontologie, quand tu es médecin et que tu suis des enfants et que tu vois ça, tu dois signaler les faits, notamment à ton ordre, puis à la justice. Et donc, elle a été suspendue 3 mois pour immixtion dans les affaires de famille. Voilà, ça se passe de commentaires, je crois. Non, mais si tu veux, ça vaut, mais on va y venir, parce que c'est, si tu veux, toute institution se protège. Il y a un réflexe corporatiste. Donc, il ne faut pas que ça sorte. Dans le cas dont tu parles, le père en question était lui-même médecin. Il s'est précipité pour aller au Conseil de l'Ordre pour essayer de faire en sorte qu'elle soit radiée. Elle n'a pas été, mais elle a été suspendue 3 mois. Genre, c'est pas bien de mettre ça sur la place publique, c'est pas gentil. Si tu prends l'éducation nationale, c'est pareil. Ils s'autocouvrent. Ils disent mais non, mais il a été muté, mais il n'y a pas de problème. Tu prends la police, c'est pareil. Parce que chaque fois que des lanceurs... C'est pareil. Voilà. Tu prends la DAS, enfin les ASE, c'est pareil. Donc en fait, à chaque fois, ils sont couverts. On va par exemple, pour des profs, c'est l'éducation nationale qui va leur trouver un avocat, qui va leur trouver un bon petit poste au chaud pour qu'ils gardent leur salaire. Mais ils vont pas fournir aux enfants un avocat, ils vont pas fournir... Tu vois, il y a deux... Oui, alors ça, c'est très important de le dire. Alors prenons le cas de l'éducation nationale. A priori, et dans tous les cas, en fait, quand il y a un cas de suspect comme ça, l'éducation nationale, a priori, prend la défense de l'enseignant, ne prend pas de mesures conservatoires et dit « oulala, donc on lui paye ses frais d'avocat, on l'exfiltre, je dirais, ou ensuite, mais Ségolène Royal avait eu le courage quand même de le dire, dans les dom-toms, parce que c'est loin et qu'on ne voit pas. Les enseignants ou les proviseurs de collège qui ont été, qui ont un casier judiciaire, il n'y a pas de suivi. On peut très bien être muté de l'est de la France au sud-ouest ou au nord, sans que le casier suive, parce que c'est l'obligation des procureurs normalement de signaler à l'éducation nationale, mais rien n'est fait, de telle sorte qu'ils peuvent continuer leurs méfaits. C'est pas une loi. C'est pas une loi, tu parles des lois, voilà. Des lois qu'on veut exiger. Ça, c'en est une. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est une circulaire. Le procureur sait que tel professeur a... Mais comme il est tenu uniquement par circulaire de le signaler
au directeur d'école où ce mec pourrait être amené à se présenter, il ne le fait pas. Ce qui fait qu'en toute bonne foi, un directeur d'école va engager un pédophile et découvrir après, ah merde, mais il avait fait ça dans 3 ou 4 écoles avant. Il faut aussi rappeler que les procédures sont longues, qu'elles aboutissent rarement, et que le prix horaire moyen d'un avocat étant de l'ordre de 300 €, il y a tellement d'heures à faire qu'on se retrouve avec des procédures à 300 ou 400 000 € qui sont impayables par la plupart des Français. Et ça aussi, c'est un scandale que tu soulèves. Ce sont des parcours du combattant. Et c'est fait pour. Et c'est ça qu'il faut changer. Disons aussi, Karl, peut-être au préalable, il faut inverser la charge de la preuve, parce que c'est aujourd'hui à la victime en France de faire la démonstration de la culpabilité de son agresseur, ce qui est le contraire des États-Unis, par exemple. Ça, c'est une des mesures qu'on va aller présenter aux candidats ou aux candidates, c'est que l'inversion de la charge de la preuve dans le cadre de crimes sexuels sur enfants est très importante. Comment un enfant peut-il prouver qu'il a été violé ? C'est impossible. Enfin, il faut voir le film, je veux dire, on va rentrer dans les lésions, etc. Mais on marche sur la tête. Ou alors on a le sentiment que tout est fait pour que ça continue, que le système continue. Si c'est ça qu'on nous le dise, que ça soit clair. Alors qu'aujourd'hui, en plus, les médecins, l'avancée de la médecine, on sait qu'il y a des mécanismes qui font que quand un adulte dit à un enfant c'est notre secret, ça va complètement bloquer la parole, empêcher la personne, l'enfant, de se construire. Donc on refoule complètement l'indicible. On ne veut plus voir cette réalité. On a peur on pense qu'on est isolé en plus. On dit je suis la seule au monde à vivre ça, c'est mon secret, je peux pas en parler. Et quelqu'un dit dans le film que les incesteurs notamment, ou les violeurs, ou les pédocriminels, appelons-les comme on veut, savent très bien que le cerveau des enfants va exploser. Cette phrase m'a marqué. Ils savent très bien que le cerveau des enfants va exploser, et en plus qu'ils vont sans doute à terme reproduire malheureusement ces schémas. Et ça, c'est aussi cet enfermement-là, le silence, c'est le silence du prédateur qu'on protège. Vous voyez, c'est ça que bien faut sûr comprendre. Les prédateurs sexuels sur enfants sont des personnes généralement extrêmement intelligentes. Ils utilisent toutes les ficelles possibles, leur propose la société, les lois, pour contourner et pour arriver à leur fin et pour détruire finalement psychiquement les enfants, qui deviendront eux-mêmes plus tard des adultes qu'on va retrouver aussi bien SDF, aussi bien défoncés, aussi bien tout ce que tu veux. Je te parlais de fléau, c'est véritablement un fléau. Il serait temps que les gens se rendent compte et disent non. On ne peut plus supporter ça. Alors, il y a un passage que j'ai noté aussi. À l'occasion de ce film, j'ai fait aussi des recherches pour essayer de te voir dans certaines émissions de télévision grand public. Et tu as été accusé sur un plateau. Vous accusez les journalistes de transformer les pourvoyeurs de réseau en simples prédateurs isolés, politiques, magistrats, ça c'est toi qui dis ça, policiers, journalistes, qui se voyaient dans des cercles fermés pour minimiser. Donc toi, tu dis ça. Et souvent, on te dit, mais des preuves, Karl Zéro, vous inventez, vous fantasmez, c'est du complotisme, il n'y a pas de réseau. Et moi, je trouve que ça, au lieu d'écouter, alors que, justement, tu expliques à plusieurs reprises que c'est le contraire du complotisme, parce que tu es non pas dans le buzz, mais tu es dans la complexité, hein, et tu essaies de t'intéresser à des enquêtes, à faire des enquêtes, de l'investigation en relevant les zones d'ombre, en corrélant comme le font les vrais journalistes, ce qui est différent souvent du travail de la police d'ailleurs, qui n'a pas toujours le temps et les moyens. Et là, on te dit, non, c'est du complotisme, il n'y a pas de réseau. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de ça. D'abord, on voit que ça touche toutes les classes sociales, hein, parce qu'il y a aussi des classes sociales, malheureusement, les pauvres qui prostituent
leurs enfants, mais il y a aussi des gens qui payent pour ça. Et tu défends la thèse, l'idée, plus qu'une idée d'ailleurs, parce que tu apportes un certain nombre d'éléments factuels, que plus on monte dans la pyramide, plus évidemment c'est étouffé, plus il y a de protection. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'occasion, par exemple, de certains serial killers dont les affaires ont été très médiatiques? Il y a beaucoup de façons d'évoquer ça. Une d'entre elles consiste à se poser la question, mais tu en parlais au début de l'émission, quand on découvre que Olivier Duhamel était lui-même pédocriminel, comme chacun sait. Alors, comme tu l'as dit, puisque le gars est conseiller quand même de différents présidents du Conseil constitutionnel, en l'occurrence Debré, puis Fabius, et que c'est lui qui anime une émission, si j'ai bonne mémoire, sur Europe 1 à l'époque, où il distribue les bons et les mauvais points, il nous indique vers quelle Europe il faut aller, et ainsi de suite. Enfin, c'est quelqu'un de tout à fait respectable. Et il est en haut de la pyramide. On peut pas plus haut, au-dessus, il y a Dieu, quoi. Tu vois, c'est quand même Duhamel. Bon. Quand on découvre que ce mec-là a fait ça, que donc il est à tuer à toi avec ceux qui nous gouvernent, on imagine forcément, on ne peut pas faire autrement, que lorsqu'il va y avoir une affaire qui va sortir, qui va arriver dans les mains de la police, de la brigade mondaine ou de la brigade des mœurs, et où il y a quelqu'un d'important politique, cette affaire va être immédiatement étouffée. Et on constate qu'effectivement, il y a des mœurs, une personne depuis 20, 30 ans, et chacun voit très bien à qui je fais allusion, et rien ne sort. Une fois, par exemple, il y a Luc Ferry qui est sorti du bois, il a dit « Oui, il y en a un qui s'est fait poisser à Marrakech, mais je ne donnerai pas son nom. » Et puis après, on lui a dit « Mais c'était qui ?» « Ah ben, je ne donnerai pas son nom, etc. » Parce qu'il s'est fait taper sur les doigts. Alors maintenant, je vais descendre en bas de la pyramide. Et je vais retrouver ceux qu'on présente comme des prédateurs isolés, un peu des bêtes du Gévaudan, des hommes des bois, censés être complètement idiots, voire une petite pas cultivés, sans réseau, sans amis. Voilà. Des gens qui sont des chiens et qui méritent la mort, etc. Mais ces gens, ce sont aussi des gens intelligents et qui font aussi sont du business. Et donc, évidemment, ces gens-là vont essayer que leur vice, en fait, c'est le rêve de tout le monde, si j'ose dire, faire un truc qu'on aime et qui rapporte dans la vie. Et bien eux, ce qu'ils aiment, on sait ce que c'est, et ils voudraient bien que ça rapporte, mais ils y arrivent parfaitement. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les gens, dans certaines catégories sociales, plutôt aisées, en province ou à Paris, certaines personnes s'ennuient beaucoup, peut-être dans leur vie maritale ou dans leur vie sexuelle, et ils ont besoin de toujours plus de nouveautés, toujours plus d'excitation, toujours plus... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chacun comprend très bien ce que je veux dire. Mais ces gens-là, c'est pas eux qui vont sortir nuitamment avec leur petite camionnette pour essayer d'attraper un enfant. Donc, forcément, ils délèguent. Et ils délèguent à qui ? À ceux qui peuvent en trouver. Donc, on revient à nos prédateurs isolés, soi-disant, qui ne sont pas juste des prédateurs isolés. Voilà exactement ce que c'est qu'un réseau. Alors, tu peux expliquer, par exemple, Michel Fourniret, par exemple. Michel Fourniret, on a consacré tout un numéro de l'envers des affaires à Michel Fourniret avec une vraie enquête, parce que finalement, ce qui me soucie, c'est que tout le monde dit la même chose. C'est-à-dire, on nous présente un portrait, par exemple, dans le cas de Fourniret, c'est un l'Ardennais, l'homme des bois, le mec, le taiseux, et on se rend compte que pas du tout, que le gars a acheté un château, on ne sait pas avec quel argent, alors on nous dit « Ah bah oui, mais c'est le gang des postiches », mais pas du tout. Le gars, il était blindé, il recevait, il faisait des fêtes, le château, il construit 14 salles de bain. Pourquoi 14 salles de bain ? Mais il y a tellement... faudrait je vous invite à lire l'envers des affaires pour comprendre à quel point, lorsqu'il y a une vérité officielle, il faut toujours gratter pour voir s'il n'y a pas une autre vérité. Parce qu'une vérité officielle, si elle est officielle, c'est qu'elle arrange tout le monde. Donc il faut essayer de regarder si derrière, il n'y a pas autre chose. C'est ce qu'on fait au travers de ce
un peu au travers de 1 sur 5, bien sûr, le film, et aussi au travers de l'envers des affaires. C'est d'essayer de comprendre si ce qu'on nous a raconté était vrai. Et pour ça, en fait, il faut du temps, et il faut une passion pour ça, que j'ai, et surtout, il faut ne plus être dépendant d'une chaîne ou comme quand j'étais à Canal+. Bon, plus ça avançait, plus on me disait, ah mais non, mais ça, on va peut-être pas faire ce sujet parce que tu comprends, c'est un peu compliqué par rapport à tel annonceur. Je te parle même pas d'affaires de pédocriminalité, mais juste dans le traitement quotidien, enfin hebdomadaire en l'occurrence de l'actualité, tu sentais que ça devenait plus compliqué, plus difficile. Donc, puis moi-même en témoigner, même quand je pense qu'on a beaucoup de choses en commun hein, au niveau du caractère et de l'indépendance. Cette indépendance, elle se gagne centimètre par centimètre, mais il arrive toujours un moment, dans l'environnement mainstream, appelons-le comme ça, où on peut dire des choses absolument horribles sur différentes ethnies. On peut parler sans problème aujourd'hui des Arabes, hein, personne ne nous fera un procès, c'est même à la mode. On peut taper sur les pauvres, ça aussi... on peut taper sur les gilets jaunes, ça aussi c'est la mode, hein, c'était il y a quelques mois encore. Mais dès qu'il s'agit d'un certain de cocaïne ou d'enfants ou de pratiques dans les médias ou dans la politique, alors là c'est alerte rouge, tout s'arrête. Et puis alors c'est jamais tout à fait direct au départ, on te dit tu t'as pas un autre sujet là t'es sûr que tu crois que voilà comment ça se passe. On peut en témoigner toi et moi. Ça, tu vois, non mais Didier, ça c'est terminé. C'est terminé pourquoi? C'est terminé parce que les gens sont éveillés maintenant. Et puis qu'il y a les réseaux sociaux, et puis qu'il y a Internet. Et voilà. Et donc on n'a pas besoin d'aller supplier un directeur d'antenne de quelque chaîne que ce soit, de faire un sujet sur la pédocriminalité que de toute façon tu sais qu'il refusera. Et tu vois, d'où les lois. Et c'est là où c'est quand même ce traitement à deux vitesses qui est quand même prodigieux. On fait des lois comme la loi Avia, qui a d'ailleurs été censurée par le Conseil constitutionnel, mais qui revient. Enfin, de toute façon, il s'en moque. Tout ça, c'est de l'apparence, parce que même sur la loi sur la sécurité globale, etc., il représente le même texte, il est voté, les drones, tout ce qu'on veut, etc. Donc, on empêche les gens, et on invente des mots avec des suffixes, hein, ob, isme, etc. On les empêche de réfléchir par eux-mêmes, d'échanger des informations. En revanche, le dark web, alors qu'on a toutes les adresses IP, des hébergeurs, hein, tu en as cité un tout à l'heure, là, c'est l'impunité la plus totale. Il y a quand même 2 traitements et 2 vitesses, non ? Il y a 2 traitements et 2 vitesses depuis toujours, mais c'est ça qu'on est en train de remettre, en tout cas dans mon domaine. Hein. Moi, ce domaine-là de la pédocriminalité, je pense que c'est que la coupe est pleine et que la marmite va péter. Et ils le savent. Et donc, ils vont devoir prendre les mesures qu'on leur demande gentiment de prendre. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment... normalement, c'est le peuple qui dirige. Si j'ai bien compris 1789, le pouvoir est au peuple. Normalement, hein, tu sais. Voilà, mais sauf que là, il s'agit des enfants du peuple. Et donc, est-ce qu'on peut tergiverser avec ça? Ils ont essayé. Ils ont fait une loi bidon. Okay. Non, mais très bien. Est-ce que tu dirais un peu, allons un peu plus loin, qu'il y a des lois naturelles défendues par Antigone, hein, et qu'aujourd'hui les pouvoirs publics se comportent comme Créon, qui fait des lois pour la cité, mais des lois, la loi des hommes, mais la loi des hommes un peu pervers et corrompus, qui ne veulent pas. Et est-ce que le droit et la loi, finalement, ne divorcent pas profondément d'avec la justice, et je vais encore plus loin, d'avec l'éthique, et je vais encore plus loin, d'avec la morale, et je vais enfin plus loin, d'avec un certain nombre de lois naturelles de l'humanité. Mais tu as raison, et ça va au-delà du bon sens et de la simple réalité. Il faut ramener ces personnes au bon sens. Il faut leur dire, voilà, c'est comme ça. Alors ils vont ronchonner, bien sûr. Je vais citer encore quelques exemples. Hein.
donc on voit dans le film, hein, Michel Joubrel, hein, le substitut du procureur général près la cour d'appel de Versailles. On retrouvera 16 330 fichiers porno-pédophiles sur son PC. Qu'est-ce qu'il a pris ? 8 mois avec sursis et 1 000 € d'amende. 8 mois avec sursis et 1 000 € d'amende. Martine Bouillon, on l'avait vu, on s'en souvient, il y a quelques années à la télévision. Tu reprends l'extrait dans le film qui a été muté par Joubrel parce qu'elle avait parlé à la télévision de charnier d'enfants. Et elle avait dit « Je n'en dirai pas plus car il y a une instruction en cours ». Que sait-on aujourd'hui est-ce que tu as des éléments sur cette affaire ? Comment elle s'est conclue ? Je n'ai pas d'éléments parce que je pense que l'instruction en cours a été fermée aussi vite qu'elle a été mutée. Et il y a une journaliste qui avait tenté très récemment qui a réussi d'ailleurs à joindre Martine Bouillon et qui lui a répondu « Écoutez, je n'en parlerai plus jamais, il en va de ma vie ». D'accord. Donc, on a vu que l'Église, aujourd'hui, essayait, sans doute sous la pression populaire, parce que, évidemment, les rumeurs sont devenues des témoignages, puisqu'il y a des gens courageux qui ont accepté, qui sont sortis de l'omerta. Ça leur a coûté. On sait que tout ce qui est arrivé au cardinal Barbarin, qui a couvert à Lyon, dans son diocèse, des prêtres. Et puis, on a vu là aussi de façon incroyable, effarée, je dirais, le nombre de victimes. Et encore, c'est que la face émergée de l'iceberg. Allez, on va compter avec les laïcs, 330 000 viols, agressions sexuelles de 1950 à aujourd'hui. Mais au moins, l'Église, elle a elle-même demandé ce rapport. C'est la commission Sauvé. Et on peut dire au moins que Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, est une personnalité en dehors de tout soupçon, qui cette commission a bien travaillé. Mais de quoi va-t-elle accoucher ? Ça, c'est encore autre chose, puisqu'on voit, même s'il dit aujourd'hui, après coup, que c'était maladroit, que le président de la conférence des évêques, que le secret de la confession est supérieur à la loi républicaine. Tu nous diras ce que tu en penses. Mais éducation nationale, omerta. Tu évoques de façon assez discrète, mais néanmoins avec quelques images, la franc-maçonnerie. Et tu parlais aussi du vénérable maître. Tu l'avais déjà fait sur les plateaux de télévision. C'était d'ailleurs Michel Fourniret, si je me souviens bien. Oui, le fameux maître de Fourniret qui citait dans les lettres. Sur la franc-maçonnerie, je vais te dire, je pense que ils n'ont pas besoin d'en faire état publiquement, mais il faut qu'ils fassent un grand ménage aussi. C'est-à-dire, compris principe, il y a l'idée entre frères, de se protéger. Et donc, quand un frère fait une connerie, on le protège. Mais si cette connerie est une connerie pédocriminelle, je pense qu'il ne faut pas que ses frères le protègent. Voilà. Mais ça, si tu veux, c'est touchy, la franc-maçonnerie, ça tout de suite, ça fait secte et tout. C'est des gens, ils essayent de s'entraider, très bien, pourquoi pas, des lobbies comme ça, il y en a plein. Mais sur ces affaires-là, ils ne sont pas toujours d'une grande clarté. Il faut qu'ils fassent des ménages, chacun dans leur loge, en interne, et qu'ils remettent les esprits bien droits. Parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Et ils interviennent malheureusement assez souvent au niveau policier, au niveau gendarmesque et au niveau de la justice, des magistrats. Donc, c'est plus tolérable. Oui, donc si on résume, je dirais qu'il y a tout ce travail que tu as fait, que tu fais depuis des années, avec ce film que j'incite tout le monde à regarder. Je rappelle, 1 sur 5, vous tapez ça sur votre barre de recherche et vous tombez immédiatement sur le film. Donc tout ce travail de sensibilisation commence à porter ses fruits, même s'il y a eu cette loi vidée de sa substance. Mais en tout cas, c'est un premier signe. On en parle.
Il y a une commission, je parlais de la Civise, qui a rendu son premier avis ce matin. Il y a eu la commission indépendante emmenée par Monsieur Sauvé sur la pédophilie, la pédocriminalité dans l'Église. Donc il faut comprendre quels sont les mécanismes, quel est le nombre d'enfants touchés. Je rappelle, un enfant sur 5, c'est-à-dire 20% des enfants. C'est absolument énorme. Et donc, ça, c'est une première étape. Donc, il y a un mouvement qui s'est créé autour de la levée de ce tabou que tu as particulièrement mené. Et tu souhaites, avec l'association de lutte contre la pédocriminalité, tu nous en diras 2 mots pour conclure, que ces questions soient au cœur de la campagne présidentielle. Donc vous allez interroger et mettre devant leurs responsabilités les différents candidats sur ces questions. Et donc, je rappelle aussi, pour nos téléspectateurs, l'envers. Alors ça, c'est une espèce de MOOC, c'est un livre magnifique, édition Télémac, 15,90 €. C'est la première saison de l'envers des affaires. Vous trouverez ce produit en librairie. Et tu t'es rendu compte pendant le confinement que tu as recentré tes priorités et que pour aller plus loin, toi, tu es aussi un adepte du papier, prendre le temps, faire des enquêtes, pas faire des brèves. Mais par exemple, dans le numéro 3 qu'on trouve là, c'est une revue trimestrielle, hein, c'est à cheval, je dirais, entre le livre et le magazine. 5,95 €, revue trimestrielle. Tu t'es rendu compte pendant le confinement que justement, il fallait donner du temps au temps, comme disait un homme politique célèbre, reprendre du temps et repartir en profondeur, éclairer un peu, refaire un vrai travail finalement d'investigation, appelons-le comme on veut, aux sources du journalisme, moi j'appelle ça, du vrai journalisme, et pas simplement du buzz éphémère. Oui, alors, donc je te réponds, sur l'envers des affaires, tu as tout dit, hein, c'est effectivement de retravailler comme on travaillait autrefois, d'aller au contact, d'aller voir les gens, de rencontrer les témoins, de recouper, de checker, de vérifier et de raconter. Concernant la suite de 1 sur 5, je crois que ce qui est essentiel, c'est parce que si on veut mettre d'accord toutes les associations de défense des enfants, il y en a énormément, et on va se mettre d'accord sur 6 mesures urgentes à prendre dans les 100 premiers jours de l'élection. On va aller voir tous les candidats, même ceux qui n'ont aucune chance d'être élus, pour leur proposer ces mesures et voir ce qu'ils en disent. Et on filmera et on mettra en ligne. Comme ça, tout le monde pourra voir comment, par rapport à ce fléau pédocriminel, nos candidats et candidates se comportent. Eh bien, Karl, je te remercie. On arrive à la fin de cette émission. Je précise pour tout le monde qu'elle a été enregistrée pour des raisons de distance qui n'étaient pas prévues, mais avec la technique, on peut aussi faire des choses. Elle a été enregistrée aujourd'hui de 13h à 14h02 et 7 secondes pour être tout à fait précis. Merci beaucoup, Karl, pour tout ton travail. Merci pour ce film. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, j'ai hâte qu'on fasse sur PDA TV des choses ensemble pour revenir un peu aux sources du métier, puis peut-être aussi parfois avec un peu de légèreté, sans se prendre au sérieux, retrouver la passion de notre métier, un métier décrié, mais je dirais justement décrié quand on voit comment se comporte aujourd'hui la profession et ces affaires-là qui sont évidemment beaucoup plus lourdes en sont un exemple alarmant. Merci beaucoup, Karl. Merci Didier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer un peu longuement. Ça arrive pas souvent. Heureusement, il y a des gens comme toi. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Salut. Radio Milestone!